En quoi la gauche est, disons, handicapée justement par le relativisme, le postmodernisme? Pourquoi il faut l'en protéger? Mais moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ce que c'est que la gauche aujourd'hui, tu vois. La gauche, c'est presque entièrement la nouvelle gauche post-68. Il y a bien des égards, cette nouvelle gauche a pris des positions totalement opposées à l'ancienne gauche. Et pas seulement sur l'Union soviétique, le communisme, etc., mais par exemple sur la question de la rationalité. Maintenant, la rationalité est vue de droite. La liberté d'expression est vue comme de droite, si pas d'extrême droite. Moi, je défends la liberté d'expression. Pro-business, pro-industrie. Oui, c'est ça. Et je veux dire, il y a plus de... Il y a toute cette gauche-là, moi, j'ai rien à voir avec la gauche. Souvent, la question de la guerre et de la paix, ils sont pour l'ingérence, ils sont pour plus d'intervention, etc. Moi, je suis contre. Donc, je ne sais pas si je me place dans une certaine tradition de l'ancienne gauche, mais pas du tout dans celle de la nouvelle gauche aujourd'hui. Pourquoi est-ce que, par exemple, les gens de gauche sont presque automatiquement contre les OGM, contre le nucléaire? C'est presque un arc réflexe, c'est presque une définition même, si on est de gauche. Moi, je suis pas d'accord. Donc, et en général, contre la science et la rationalité pour se limiter à nos aspects ici. Mais, oui, mais il faut... je suis pas d'accord. La liberté d'expression, c'est pareil, ils sont contre. Moi, je suis pour. Donc, évidemment, il y a une longue tradition de la gauche qui était pour, et une longue tradition aussi. C'est aussi intéressant de voir qu'il y a une longue tradition de l'extrême droite, dont moi je suis supposé faire partie maintenant, mais qui, quand elle était dominée par la religion ou les gens réactionnaires, était contre la science et la rationalité. Elle l'est toujours, et était contre la liberté d'expression. Donc, pour moi, c'est le monde à l'envers, donc ça n'arrive pas à me situer. Mais il faut dire qu'il y a un côté positif de ce qui s'est passé aux années 60, c'est-à-dire que la gauche traditionnelle se concentrait sur des questions économiques et négligeait des questions de l'oppression des femmes, l'oppression raciste, etc. Et donc, je crois que c'est un côté positif d'attirer l'attention sur d'autres oppressions que l'oppression purement économique. Ça, c'est un aspect positif, mais le problème, c'est que il y a des partis de la gauche qui ont converti ça dans une politique d'identité si extrême c'est difficile d'envisager des alliances entre différents groupes opprimés, et surtout pour protéger ce qu'on appelle aux États-Unis les 99%. C'est-à-dire... oui, on peut diviser les gens. La politique d'identité, c'est un magnifique moyen de diviser les gens. C'est-à-dire on attribue des propriétés à des groupes. Tu vois, pour moi, l'antiracisme, c'est une phrase de Chomsky, mais c'est considérer un individu pour ce qu'il est et pas pour le représentant du groupe auquel il est supposé appartenir. Mais la politique de l'identité, c'est l'exact opposé. Les gens sont les représentants des groupes. Donc moi, je suis dans tous les groupes qui sont mauvais. Je suis ni musulman, ni noir, ni arabe, ni juif, ni homosexuel. Tout est contre moi, quoi. Donc, moi, j'ai tous les défauts. Donc je ne peux pas invoquer quoi que ce soit. Et belge en plus. Je peux pas... Non, mais tu vois, je peux pas invoquer quoi que ce soit, discrimination, des trucs du passé, rien. Donc, je suis obligé d'argumenter rationnellement, et ça, c'est plus autorisé maintenant, parce que tu es dans une catégorie, et donc tu dois te repentir d'être dans cette catégorie. Mais les pires victimes de ce type de pensée sont en effet les femmes, les musulmans, etc., qui veulent être rationalistes aussi, et qui ne veulent pas être considérés comme des représentants de femmes. Oui, ça, c'est une chose. Mais aussi, quand tu parles, par exemple, de la vieille gauche, bon, quand même... Bon, Russell, par exemple, bien qu'il était un homme et d'origine très aristocratique, il manifestait pour le suffrage des femmes en 1907 ou 1908. Et donc, il y avait quand même des gens qui étaient concernés par cette question de discrimination homme-femme avant la nouvelle gauche. Et alors, bon, on pourrait citer Chomsky aussi, mais par exemple, j'ai vu récemment, juste pour préparer cette interview, le débat entre Chomsky et Foucault, mais Foucault, évidemment, le pouvoir, c'est un peu partout, c'est dilué, c'est bon, hein, c'est de l'oppression universelle, et on ne sait pas quoi faire. Mais Chomsky, quand même, ramène à la question fondamentale de la lutte des classes, de la propriété des moyens de production, etc. Et donc, à mon avis, recentre quand même des choses sur ce qui est principal, et qui aujourd'hui, maintenant, devient pratiquement inaudible. Mais je pense aussi que le courant anarchiste, par exemple, n'a jamais négligé ces questions, si tu veux, d'oppression
qui ont émergé dans les années 60, mais pas nécessairement ce que je n'aime pas, c'est toujours la question de l'idéalisme, c'est-à-dire que si tu enfermes les gens dans un paradigme ou dans une façon de voir le monde dont ils sont d'une certaine façon incapables de sortir, parce que toute leur vision des choses est conditionnée par ce qu'ils ont dans la tête, et ce qu'ils ont dans la tête est conditionné par leur être social, alors évidemment, si tu as cette attitude philosophique, si tu l'as implicitement dans ta façon de penser, alors évidemment, c'est pas seulement la lutte des 99%, c'est contre le 1%, c'est toute vie sociale devient impossible, toute coexistence devient impossible. Même, je veux dire, un libéral pur jus devrait être aussi, comment dirais-je, mécontent face à cette façon de voir les choses. Alan, vous avez parlé tout à l'heure des religions. Alors, on parle beaucoup de respect des croyances, et notamment des croyances religieuses, en considérant que ce serait une bonne chose, mais enfin, je ne pense pas que ce soit votre position. C'est pas progressiste ou émancipateur de vouloir respecter les croyances. Et voilà. Bon, ma façon de penser, c'est plutôt celle de Salman Rushdie, que j'ai cité dans mon livre, mais je dois le trouver. C'est votre livre Beyond the Hoax, dont on n'a pas encore parlé. Oui, au-delà du canular. C'est ça, où vous revenez sur tout le débat en développant certains aspects. Malheureusement, le livre n'a pas été traduit in extenso en français. Non. Il y a une partie ici. Voilà. Ça, c'est une partie qui est traduite en français. Pseudoscience et postmodernisme, adversaire ou compagnon de route. Ça aussi, c'est indispensable à lire. Mais je ne sais pas, donc je vais le lire en anglais, mais puis si l'on peut peut-être, si l'on peut faire une pause. Moi, si tu veux, je peux le traduire. Ok. Si tu veux le traduire, c'est ça. Ah oui. Ok. Donc c'est Salman Rushdie. Oui. À l'université de Cambridge, on m'a appris une façon d'argumenter qui est parfaitement louable. Il ne faut jamais personnaliser, mais il ne faut avoir aucun respect pour les opinions des personnes. Il ne faut jamais être grossier avec une personne, mais pour être de façon sauvage, grossière avec ce que la personne pense. Il me semble que c'est une distinction cruciale. Les gens doivent être protégés de la discrimination à cause de leur race, mais on ne peut pas, comment dirais-je, mettre une barrière de sécurité autour de leurs idées. Le moment où vous dites que n'importe quel système d'idées est sacré, que ce soit un système de croyances religieuses ou une idéologie laïque, au moment où vous déclarez qu'un système d'idées doit être immunisé de la critique, de la satire, de la dérision, du mépris, la liberté de penser devient impossible. Oui, évidemment, ça c'est... Donc c'est exactement mon point de vue. Toutes les idées doivent être critiquables. Et donc, on doit débattre toutes les idées. Et ménager les personnes. Donc, d'habitude, les capitalistes, bon, peut-être maintenant les capitalistes n'aiment pas les critiques de la gauche, mais d'habitude, ils acceptent l'idée que quelqu'un peut critiquer leurs idées économiques, et on en fait un débat. Mais les religions veulent s'immuniser contre la critique. Et cette double standard, on dit en français oui, oui. Donc c'est... deux poids, deux mesures. Oui, c'est deux poids, deux mesures qui me paraît... injustifié. Injustifié, oui. Ça, donc c'est un point qui est lié à la question de la liberté d'expression, oui. qui était cher. Oui, moi j'ai écrit tout un livre sur la liberté d'expression qui n'est pas... La République des censeurs chez Lerne. Oui, voilà. Qui n'est pas un livre qui fait plaisir à tout le monde, mais donc j'attaque les lois antiracistes parce que je pense que au moins, bon, l'action raciste ça c'est autre chose, mais les paroles racistes, en tout cas la façon dont c'est utilisé ici, c'est en France et on abuse bon, c'est tout le temps. Et souvent, en général, en ce qui concerne les critiques d'Israël, des milieux sionistes, etc., on abuse de ça. Et puis alors, il y a les lois sur la négation de l'histoire que je trouve une absurdité. Et bon, on en a déjà discuté depuis des années avec Chomsky, Faurisson, etc. Et donc, je reprends un peu toutes les critiques. Mais je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec cela, enfin pas directement, qui n'a pas à voir avec la religion non plus, qui a à voir avec l'antiracisme. Il y a une madame qui s'appelle Régnier, qui est rectrice, donc,
tu peux expliquer ce que ça veut dire, mais les Français doivent savoir ce que c'est, rectrice de l'Académie d'Orléans-Tours. Et elle déclare, si dans les enquêtes PISA, donc des enquêtes internationales du niveau, dans tous les pays concernés, on enlève les enfants issus de l'immigration, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Donc je suppose que cette madame voulait défendre son académie, parce qu'on les montre toujours du doigt en disant vous avez de mauvais résultats. Alors elle dit oui, mais en Finlande, il n'y a pas d'immigrés, par exemple, il y en a très peu. Donc on dit toujours la Finlande, c'est magnifique, mais si on veut faire des comparaisons, on peut peut-être tenir compte de ça. Immédiatement, le Nouvel Observateur parle de dérapage. Alors on sait depuis Bourdieu-Passeron que ça vient uniquement des questions sociales, etc. Le président du groupe Europe Écologie Les Verts parle de propos scandaleux, plus que limite à tendance xénophobe, etc., etc. Alors, elle explique qu'elle est arrivée en France à l'âge de 8 ans, avec des parents espagnols, et elle explique qu'elle parle d'une situation où on trouve dans l'académie, donc là où elle enseigne, on trouve des classes dans lesquelles il n'y a plus ni mixité sociale, ni mixité culturelle. Ayant vécu moi-même d'enfants d'immigrés, je me disais que dans la même situation, je n'aurais aucune chance. C'est quand même difficile de trouver des propos racistes, tu vois. Mais une plainte est déposée, plainte pour propos racistes. Or, ce qu'elle dit, elle dit, elle dit d'abord, évidemment, il y a ces ghettos, et dans ces ghettos, moi, je n'aurais aucune chance comme immigré, comme enfant d'immigré. Bon, évidemment, à l'époque, elle a probablement été dans une classe où il y avait très peu d'immigrés, donc bon. Mais elle est quand même dénoncée dans les médias. Et alors, évidemment, il y a une question plus profonde avec ça. C'est qu'on nous dit, voilà, il y a le savoir de Bourdieu, Passeron, etc. Mais alors, je pose la question, bon, les physiciens ont révisé leur théorie. On peut quand même pas dire que le savoir de Bourdieu, Passeron est plus solide que la mécanique classique. Et comment peut-on espérer qu'un sociologue mette en question ces théories quand on voit le halali contre cette madame? Je veux dire, tous les sociologues ont compris qu'ils n'avaient pas touché à la question de savoir si l'immigration avait un effet positif ou négatif sur le niveau des élèves. C'est tout, on ne peut pas en parler. Et ça, c'est un détail parmi d'autres. Mais il y a des milliers de choses dont tu ne peux pas parler dans notre société, tu vois. Et ça c'est un problème général. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre sur et ça c'est au-delà des lois. Enfin, on invoque les lois. Bon, après, là, heureusement, les tribunaux sont raisonnables. Ils ont classé ça sans suite. Ils sont pas encore tout à fait fous. Mais dans les milieux justement issus de cette nouvelle gauche, les écologistes, les Verts, etc., pour qui il était interdit d'interdire en 68, maintenant il faut tout interdire. Tu vois, il faut interdire tous les débats. Ça, c'est catastrophique. Et ça, c'est malheureusement ce qui passe pour la gauche. Moi, rien à voir avec cette gauche-là, mais rien. Donc j'imagine que tu désapprouves aussi fortement cette tendance montante autour des safe space. Alors je ne sais pas en français comment on a traduit ça. Maintenant on fait ça en Amérique, il faut des safe space où les gens issus de minorités peuvent se réunir sans être confrontés à des idées qui leur déplairaient. Alors on ne peut pas enseigner certaines œuvres littéraires parce qu'elles sont soi-disant racistes, puis on veut démolir des statues. Alors les statues, ça c'est un truc qui me fait rigoler, parce que moi, si on me demande mon avis, on peut toutes les abolir. Si on prend la statue de Léopold II à Bruxelles, on remplace par une de Lumumba. Je trouvais ça très drôle. Toutes les statues là qu'il y a sur à Londres, il y a plein de statues de généraux, etc. Moi, j'en ai rien à cirer des statues. Mais je sais très bien que ça, c'est moi. Je sais très bien que si c'était proposé sérieusement, il y aurait une levée de boucliers parce que les gens sont attachés à leur histoire, ils ne la connaissent pas bien, pour tous des milliers de raisons, tu vois. Et si les gens afrodescendants proposaient de retirer la statue de Léopold II à Bruxelles, ça provoquerait une hostilité vis-à-vis des afrodescendants. Donc, c'est pas une stratégie politique, c'est une stratégie politique complètement suicidaire et sur lesquelles les gens, un peu comme le postmodernisme. C'est-à-dire, je crois que Allen avait dit ça un jour, il avait dit la gauche a gagné le département de littérature de l'université de Berkeley, et la droite a le Pentagone, la Maison Blanche, le Congrès, etc. Et toute l'industrie. Et donc, si tu veux, je veux dire qu'il y a une espèce de gauche qui se lance dans des combats complètement contre-productifs, complètement suicidaires, et qui en plus, même si elle les gagnait, ne changerait rien au fond des choses, parce qu'on peut abolir toutes ces statuts et les rapports sociaux restent identiques à la virgule près. Donc, je ne sais pas de quoi, je comprends même, enfin, ça me paraît complètement absurde, quoi. Mais encore une fois, et moi je n'aime pas ces statuts. On peut tous les généraux, tous les trucs, tous ces criminels, je ne sais pas que moi je les aime, mais on peut, je sais pas, postuler que c'est des combats de repli comme la gauche est assez inefficace à accomplir des avancées en matière sociale. Oui, bien sûr, c'est totalement. Oui, bien sûr, c'est une stratégie de vaincu. Ouais.
Il n'est pas réellement accessible parce qu'ils n'y arrivent pas à grand-chose non plus, mais c'est une façon de mener les combats symboliques. C'est une espèce de retrait dans une espèce de religion. C'est-à-dire mon royaume, comme disait Jésus, mon royaume n'est pas de ce monde. Tu vois? Donc pour pouvoir accomplir des politiques progressistes, ça passe aussi par retrouver le chemin des Lumières. Oui, si on veut, oui. Mais ça, je sais pas comment. Oui, ça certainement, on en est loin. C'est assez décourageant. Moi, je ne vois aucune. Je vois pas beaucoup de lumière, d'espoir, si on peut dire, parce que le mal est profond. Quoi. Tu vois, comme tu le vois pour l'enseignement, il y a toutes sortes de niveaux. Il y a le journalisme, mais alors tu vois, tout ça s'auto-reproduit, tu vois. Bon, on va pas terminer l'entretien sur une note aussi pessimiste. Alan, vous aviez quelque chose à ajouter sur les mouvements dans les universités américaines, sur les safe space, ou qu'est-ce que ça vous inspire? Tout simplement qu'il ne faut pas exagérer, parce que si les étudiants veulent se protéger contre des idées qui ne sont pas les leurs, je suis tout à fait contre. Mais l'idée, par exemple, si dans une classe de littérature, on va lire un récit très graphique d'un viol, je comprends qu'une femme qui a été violée pourrait être très troublée, et en ce cas-là, peut-être le professeur devrait avertir les étudiants. Donc, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas mettre tout dans le même sac. Mais l'idée... Je suis tout à fait d'accord avec Jean. L'idée d'être protégé contre des idées qui sont différentes des tiennes, c'est exactement le contraire de ce que je désire. Je critique les religions et les gens religieux ont tout le droit de critiquer mes idées. Et s'ils ont quelque chose à dire, je suis ouvert à leurs arguments. La même chose pour la droite. Je critique en beaucoup de cas le capitalisme, mais je lis aussi ce qu'écrivent les économistes conservateurs, et parfois ils ont raison. Et quand ils ont raison, je l'admets. Et donc il me semble que ce qu'il faut, c'est un dialogue entre les gens de différentes idées, et un dialogue ouvert, c'est seulement ça. Mais je vais peut-être encore raconter une histoire belge, et puis comme ça fait plaisir aux Français, et en plus qui vient du monde catholique. Et tu vas voir combien le monde catholique a changé. Il y avait un professeur dans mon université qui était un philosophe vraiment catholique, comme on dit tradit, mais ça veut dire, pour moi, ça veut vraiment dire catholique au sens réel du terme, qui a fait un cours en première année de philosophie, mais pour les ingénieurs, où il a critiqué le droit à l'avortement. Et il a fait une critique, bon, sans nuance, assez dure, etc. Mais il a été suspendu par l'université catholique pour avoir défendu la doctrine de l'Église dans l'université catholique. Donc c'est pour te montrer jusqu'à quel point l'université qui se dit toujours catholique a changé et ne l'est plus au point, mais pas au point qu'il dirait voilà, tout le monde pense ce qu'il veut. Non, tu ne peux plus défendre la doctrine de l'Église. C'est à ce point que le renversement du rapport de force. Et comment ça s'est fait? Des étudiants ou étudiantes se sont plaints à un mouvement féministe qui ont alerté les médias, et l'université s'est couchée dans les médias et les féminismes. Et donc ça te montre le rapport de force. Dans le temps, moi j'ai vécu ça à une époque où évidemment, si quelqu'un avait défendu l'avortement, ça aurait été un scandale. Mais il était prof de quoi? De philo. De philo. Mais il avait un cours de philo pour les ingénieurs. Chez nous, on a des cours de philo un peu dans toutes les facultés. Et alors, il a suspendu. Mais comme il était temporaire, on ne va pas renouveler son contrat. Bon, on l'aurait renouvelé sans cela, mais on ne va pas le renouveler, donc voilà. Mais le type, moi, je suis en total désaccord avec lui, théologiquement et tout ce qu'on veut, mais j'ai signé avec un ami catholique qui, lui, est d'accord avec lui, une carte blanche dans un journal, parce que je trouvais ça absolument inacceptable. Et je ne peux pas admettre que les gens qui vont à l'université catholique soient à ce point ignorants qu'ils doivent être convaincus que pas une seule fois dans leur vie, ils ne vont rencontrer un professeur qui est catholique. Je veux dire, il ne faut quand même pas exagérer. Je veux dire, que l'université se décléricalise, et c'est très bien, moi je me suis battu là-dessus toute ma vie, ça c'est très bien, mais il ne faut pas aller jusqu'au point où on considère que... Hein, je veux dire, j'étais absolument choqué par ça. Et ça montre effectivement l'attitude safe space, tu vois. C'est-à-dire que les étudiantes ne peuvent pas entendre un argument contre l'avortement. Je ne suis pas d'accord.
Je suis pas d'accord, même si elles ont avorté, même si c'est pénible, etc. Je suis pas d'accord parce que l'avortement est quand même une question. On n'a pas le droit d'avorter à 8 mois et demi. Et si on a le droit d'avorter jusqu'à 3 mois, mettons, il doit y avoir un argument pourquoi c'est 3 mois et pas 8 mois et demi. Donc on doit au moins réfléchir à l'argument. C'est pas un droit comme ils disent tout le temps, d'accord? C'est pas mon corps m'appartient, parce que le corps appartient à la madame à 9 mois moins un jour. Donc, je veux dire, les arguments sont en général les slogans que j'entends. Je les trouve mauvais et je pense qu'on peut donner des arguments, mais ils sont un peu plus subtils et pour ça, évidemment, il faut se confronter aux arguments contraires. Or, les arguments contraires, ils ne les entendent jamais, donc ils n'ont eux-mêmes pas d'arguments, c'est seulement c'est mon droit. Non, c'est pas votre droit. Tu vois, et donc, ça, c'est de nouveau un truc où la réflexion s'atténue et s'amenuise par l'absence de confrontation avec des opinions opposées. Mais ça, effectivement... Mill l'a dit, hein. Mill disait que si on censure quelque chose, c'est un... Parce que, évidemment, si on censure ce qui est vrai, évidemment, c'est une perte, mais si on censure ce qui est faux, c'est aussi une perte parce qu'on perd la clarté de la vérité qui vient de la confrontation avec l'erreur. C'est aussi ce que disait Robespierre, que tu cites. Oui, Robespierre, grâce à toi, d'ailleurs, que je cite dans La République des censeurs. Robespierre, c'est très intéressant. Robespierre avait des discours sur la liberté d'expression en 91 qui sont tout à fait d'actualité et tout à fait adéquats. Donc, je renvoie donc à la lecture de La République des censeurs. Alors, on va en terminer. Je dois quand même dire que, voilà, la République des censeurs, tu fais bien la promotion. Sur l'affaire imposture intellectuelle, l'affaire Sokal, tout ça, il y a votre site, avec de nombreux articles, donc le site, en tapant Alan Sokal dans un moteur de recherche, oui, il apparaîtra parmi les... Physics NYU, voilà. Département de physique à l'Université de New York. Très riche, avec beaucoup de références pour celles et ceux qui souhaitent approfondir. Je n'ai pas mentionné le livre que Jean Bricmont a écrit avec Régis Debray, ou plutôt le dialogue, à l'ombre des lumières. On va montrer la couverture s'il est dans la pile. Voilà. Ça aussi, c'est écrit dans la continuité du débat. Mais ce qu'il faut dire avec Régis Debray, c'est qu'il est quand même venu nous voir et discuter avec nous du théorème de Gödel, et Alan, qui est un super pédagogue, mais qui est d'un optimisme que je trouve un peu exagéré, lui a expliqué le théorème de Gödel sur la nappe du restaurant. C'était une nappe en papier, et il est parti avec la nappe pour étudier les choses à la maison, ce qui m'a fait rire. Mais après en avoir parlé abondamment, mais comment dirais-je... Bon, il a eu l'honnêteté de vouloir discuter. Alors bon, on peut en penser ce qu'on veut du résultat du débat, mais c'était pas uniquement sur le théorème de Gödel, c'était aussi sur cette science humaine qu'il a créée, cette théorie des médias, etc. Et aussi sur la religion, et sur la... Oui, il y a beaucoup de choses où, évidemment, je suis pas d'accord avec lui, mais enfin, il faut reconnaître qu'il était le seul à vouloir discuter, quoi. Ça, il faut reconnaître. Donc, ça, il faut lui rendre hommage ou le créditer de cela. Mais après, évidemment, il n'a pas beaucoup aimé la promotion du livre, il n'a pas fait grand-chose, il n'était manifestement pas content du résultat, donc voilà. Mais au moins, il a accepté de nous rencontrer. Mais bon, on peut encore le trouver, je pense, en bibliothèque ou... oui, je crois qu'il est un peu épuisé, mais... Oui, je pense qu'il est encore possible de se procurer un exemplaire. Et donc, on en vient à l'actualité la plus récente. Tu as un livre qui sort très bientôt, Quantum Sense and Nonsense. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, parce que la sortie est imminente? C'est en octobre. Enfin, en principe, ça on verra. Mais c'est-à-dire que j'ai écrit un livre, bon, ça je vais aussi laisser peut-être le dernier mot à Alan qui peut en parler, mais il s'appelle Making Sense of Quantum Mechanics. Alors comme je dis, c'est un livre que j'ai mis 44 ans à écrire, parce que j'ai commencé à y penser à 19 ans et je l'ai écrit à 63 ans, parce que j'étais pas content de mes cours de mécanique quantique. Alors là, évidemment, je dois dire tout de suite que là, ma position est ultra minoritaire, et les gens qui ne m'aiment pas peuvent dire « Ah, mais là, c'est Bricmont qui est un charlatan, c'est Bricmont qui est comme les postmodernes, je ne sais pas quoi, qui n'accepte pas la science, etc. » Bon. Mais tu vois-t-il que quand j'étais étudiant, je crois que je comprenais la plupart des cours de physique et de mathématiques. Je comprenais les mathématiques, enfin, en travaillant, et peut-être pas du premier coup, mais de la mécanique quantique. Mais je comprenais ce qu'elle voulait dire. Et je prétends que les étudiants ne comprennent toujours pas ce que ça veut dire, qu'on leur explique même pas qu'il y a un problème, quel sens est-ce que les concepts fondamentaux d'état quantique, de fonctions d'onde, etc. a. Et donc, moi, j'ai toujours trouvé ça, la principale motivation, pour moi, c'était
d'essayer de donner une compréhension. Moi, je pense qu'il y en a une, qu'elle existe, elle n'est pas due à moi, elle est due à De Breuil et à Bohm, et à Bell, mais je voulais expliquer ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, essentiellement, pour permettre aux étudiants, il est accessible aux étudiants en maîtrise, on va dire, en maîtrise, pas nécessairement en doctorat, et donc, pour permettre à l'étudiant que j'étais, s'il y en a encore de ce type-là, de comprendre. C'est le livre que j'aurais voulu lire quand j'étais jeune. Alors l'autre, c'est une vulgarisation, une tentative. Bon, comme je suis très critique de la vulgarisation, je ne vais pas dire que c'est un bon livre de vulgarisation. C'est une tentative de vulgarisation de ce livre-ci, avec une emphase un peu plus grande sur tout le non-sens. Parce qu'évidemment, le problème de la mécanique quantique, c'est qu'évidemment, un des problèmes fondamentaux, c'est de nouveau, ça nous ramène à la question de l'idéalisme, c'est qu'on met l'observation ou l'observateur au centre du formalisme. Alors, qu'est-ce que c'est que cet observateur? Est-ce que c'est un être humain? Est-ce que c'est la conscience? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que... Je ne sais pas. La plupart des physiciens, en général, ils aiment bien éviter le problème. Ils disent, oui, non, il n'y a pas de problème, c'est Brigmont qui n'a rien compris, etc. Mais quand on leur demande d'expliquer, alors on a une explication chez un, on a une autre explication chez l'autre, le troisième, il tombe dans l'idéalisme, etc. Et donc, moi, je prétends qu'il n'y a pas de bonne réponse. Mais ça, c'est moi, vous n'êtes pas obligé de me croire. Bon. Et donc, j'ai écrit le livre Quantum Sense and Nonsense pour pour essayer de rendre les choses encore plus accessibles, on va dire, pour des brillants étudiants en fin de lycée ou plus généralement, évidemment. Et alors aussi pour le non-sens. Les physiciens, en général, quand tu prends tout le non-sens, tu prends le Tao de la physique, par exemple, qui est un des livres les plus populaires, qui relie la mécanique quantique avec toutes les philosophies orientales, ou The Dancing Woolly Masters, etc. Comment dirais-je, les physiciens disent, bon, c'est du non-sens, ça n'a aucun sens, etc. Mais si on leur demande d'expliquer vraiment pourquoi, de nouveau, on retombe dans des explications multiples, contradictoires entre elles, etc., etc. Et donc là, c'était mon autre motivation. Ma seconde motivation, c'est d'essayer de donner une réponse cohérente, défendable intellectuellement aux abus de la mécanique quantique. Mais on n'a pas parlé, ça, Alain et moi, on est d'accord, on n'a pas parlé, contrairement à ce qu'on nous fait dire parfois, dans un postulat intellectuel, des abus de la mécanique quantique, parce que, d'abord, les physiciens en ont fait de façon surréaliste. Tu as des extrapolations par Born, par exemple, par Jordan, par d'autres physiciens, de la mécanique quantique aux affaires humaines, comme ça, sans transition, tu vois. Born, par exemple, qui est un des plus grands physiciens, il dit il faut étudier la quantité de régulation et la quantité de liberté qu'il y a dans l'économie, et peut-être il y a une inégalité, comme l'inégalité d'Eisenberg qui relie les deux, etc. Il dit ça comme ça. Je veux dire, c'est du pur Badiou, quoi. Je veux dire, c'est du niveau de Badiou, quoi. Et donc, si tu veux... C'est plutôt une analogie très faible. Oui, mais c'est du Badiou. Oui, mais il saute, quelle sera la théorie quantique des affaires humaines, tu vois? Non, il saute. C'est vraiment, c'est pas peut-être du niveau de Badiou, mais c'est dans le style où on saute sans transition de considérations mathématiques et physiques bien précises à des considérations en sciences humaines. Ça, c'est le saut, quoi, d'accord? Alors, moi, j'ai voulu donc critiquer cela, mais on n'a pas critiqué des sciences humaines ou des gens qui abusaient de la mécanique quantique, parce qu'on savait, que la mécanique quantique est un sujet discutable, là-dessus on est d'accord, et deux, qu'il y a des abus par des physiciens, et donc on aurait dû en parler avant de... Et d'ailleurs, Mara Beller, qui est une historienne des sciences, décédée aujourd'hui, mais israélienne, qui a fait un article que moi je trouve très bon, bien qu'il ait vu comme critique de notre... ça s'appelle The So-Called Hoax, de qui rions-nous, qu'on peut trouver sur le net. Et cet article-là, comment dirais-je, elle cite toutes les absurdités qu'on trouvait chez les physiciens, et elle dit pourquoi est-ce que, tu vois, Sokal, on rigole des gens des sciences humaines, mais regardez toutes les bêtises qu'on dit des physiciens, mais ça on est d'accord, simplement nous on n'a pas parlé de la mécanique quantique, tu vois. Et en fait, mon livre est un peu... Alors, à un moment donné, elle dit, mais est-ce que les physiciens considèrent que maintenant on a fait des progrès, qu'on peut avoir des réponses et éviter tous ces trucs qui sont dits par certains physiciens? Alors moi, je pense qu'il y a une réponse, et c'est pour ça que j'ai écrit ces deux livres. Est-ce qu'on peut espérer une traduction française de... S'il faut trouver un éditeur qui veut bien le publier, voilà, c'est un appel. S'il y a des éditeurs, il faut toujours me contacter. Oui, ça serait utile. Mais il sera traduit en allemand. Il y a un éditeur allemand pour le livre de vulgarisation.
Rien à ajouter. Qu'est-ce que tu penses de la mécanique quantique? C'est ça. Encore 2 heures d'interview. Très bien. Non, mais je crois qu'on peut quand même dire qu'on est... Parce que pour pas qu'on croie qu'il y a une idée... On est d'accord sur certaines choses. On est d'accord qu'il y a un problème. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que le théorème de Bell est en général mécompris? Bien sûr. OK. Et est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'au moins la théorie de Breuil-Bohm offre une façon cohérente de sortir des problèmes? Dans la mécanique non relativiste. Oui, mais tu sais très bien le problème de la relativité. Bon, on va pas commencer là-dessus, mais bon, OK. Donc on est quand même d'accord sur certaines choses là-dessus. Et bon. Cuisiner, non, parce que moi je distingue trois étapes. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a des problèmes avec ce qu'on raconte dans les cours, ce qu'on répète, ce qu'on dit, etc. Oui. Bon, maintenant, ça commence à rentrer. C'est-à-dire que les gens commencent à admettre qu'il y a un problème. Mais ils vont te dire, oui, il y a un problème, mais il est résolu par tel ou tel truc. Mais ils reconnaissent qu'il y a un problème dans un truc habituel. Ça, c'est déjà une étape. Alors après, il faut voir quelle est leur solution. Alors, le deuxième truc, c'est les travaux de John Bell, qui est un physicien irlandais, qui est mort très jeune, mais... et lui, moi je prétends qu'il est mécompris, mais ça c'est un autre débat, quoi. Et puis alors, troisièmement, est-ce que la solution que je défends dans le livre est défendable ou pas? Ça c'est une autre étape, ce sont des sujets, je mets trois, quand je fais des conférences... Je suis d'accord sur 1 et 2, et en partie avec toi, mais seulement pour la mécanique quantique non relativiste. Après, okay, on en reparlera. Je crois que personne ne sait. On en reparlera. À suivre. Bon, on peut quand même dire que ça permet d'avoir une meilleure compréhension du débat, de mettre le doigt... D'abord de montrer qu'il y a un débat, que historiquement il y avait un débat, Einstein et Schrödinger, et de Breuil, et ils n'étaient pas du tout... les gens ne se rendent peut-être pas, comme tu l'as dit toi-même, que tu ne te rendais pas compte de l'intensité des conflits entre Einstein, Schrödinger, Bohr et compagnie, tu vois. Mais tu vois, ma bête noire, c'est toujours la même chose, c'est l'idéalisme, quoi. Et dans ce bouquin-ci aussi, quoi, tu vois. C'est le fait de mettre le sujet au centre de tout, le sujet humain, quoi. Et ça, je crois que, je sais pas, on ne peut pas rendre compte de l'évolution si le sujet humain ont un rôle fondamental, parce qu'à l'époque de l'évolution, il n'y a pas de sujet, quoi. Très bien, donc en espérant qu'il y ait une traduction française bientôt, pour les lecteurs qui ne peuvent pas lire l'anglais ou l'allemand. Et puis, donc, je suggère quand même aux gens qui n'ont pas lu Imposture intellectuelle, évidemment, de le lire, mais peut-être dans la seconde édition. La seconde édition qui contient tous les insultes. C'est ça. Qu'on ne trouve pas facilement. On la retrouve. Je pense, en bibliothèque. On la trouve, après d'occasion, ici ou là, c'est encore possible. Mais c'est vrai que ça serait bien que les éditeurs fassent quelque chose, surtout à l'occasion des 20 ans, pour le rendre davantage accessible. Oui, donc dans cette édition, vous répondez à des objections, parce que je n'ai pas dit aussi que des livres avaient été écrits pour critiquer Imposture intellectuelle, des articles, donc voilà, vous répondez à une grande partie des objections. Tu devrais peut-être faire la liste des livres hostiles. Voilà, on pourra envoyer, mais la liste est Imposture intellectuelle. Imposture scientifique plutôt. Non, nous c'est Imposture intellectuelle, mais il y a un livre qui s'appelle Imposture scientifique, qui fait une réponse. Entre nous. Il y en a plusieurs, il y en a 3 ou 4, je crois. Donc voilà, renvoyons les spectateurs aussi à ces livres pour qu'ils se fassent une idée du débat. Eh bien, je remercie beaucoup Jean Bricmont et Alan Sokal d'avoir accepté cet entretien à l'occasion des 20 ans de la sortie de leur livre et du lancement de cette chaîne. Les deux sont volontairement corrélés. La chaîne Lumière dédiée à la pensée et aux penseurs rationalistes. Je remercie Alan Sokal d'avoir parlé en français, et il est très bon, et donc voilà, il a bien fait de le faire. Jean d'avoir parlé en français et pas en flamand. Avec un accent belge. Avec un accent belge. Oui, il a presque moins d'accent en français que moi. Voilà, merci beaucoup à tous les deux, et à bientôt. Merci. Merci.